Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes, et je suis heureux de l'accueillir, avec Fabrice Epellouin. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour, vous êtes enseignant à Sciences Po, je rappelle, le cofondateur de Yogosha, une start-up à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative. On va parler de cela, évidemment, puisque nous sommes en pleine réunion des grands de l'intelligence artificielle au Grand Palais à Paris, sur l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais auparavant, Fabrice Epellouin, je voulais que vous me parliez, parce que je crois que vous connaissez ça assez bien quand même, quelque chose dans ce qui se passe actuellement avec le tsunami des audits des organisations gouvernementales, surtout et non gouvernementales aux États-Unis, avec Elon Musk. Je voudrais qu'on parlait de ces Doge Kids. Doge, DOGE, vous savez, c'est la fameuse commission à l'efficacité gouvernementale, vérification lancée par Trump et qui a mis Elon Musk au travail. Alors, qui sont ces jeunes adultes? Quand je dis jeunes adultes, on les appelle les Muscovites, du nom de Elon Musk, âgés de 19 à 24 ans. Ils sont, je sais pas, une dizaine à peu près, et ils ont tous été identifiés comme travaillant pour le Doge au service d'Elon Musk. Alors, je voudrais savoir ce qu'ils ont en point commun, ces surdoués de l'informatique, ces ingénieurs, peu d'expérience, et ont travaillé un peu dans les entreprises d'Elon Musk. Comment ils travaillent? Qu'est-ce que vous savez de ces jeunes surdoués? Le point commun, c'est ça. Ce sont des jeunes surdoués de l'informatique qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec Elon Musk. Donc Musk les a déjà repérés comme deux jeunes surdoués. Visiblement, il y en a pas mal d'entre eux qui sont, comme Elon Musk, dans le spectre autistique. Donc, vous pensez qu'il y a beaucoup d'aspergés là-dedans? Ouais. Visiblement, oui. Il y en a plus d'un, ce qui fait que ça n'en fait pas pour autant, ils ont des petits génies en informatique, ça n'en fait pas pour autant des petits génies en management, d'autant plus que le génie en informatique, ça peut être très précoce, mais le génie en management, ça demande quand même de l'expérience. Donc ça pose beaucoup de problèmes de friction, vu que très clairement, ils sont là pour auditer la réalité des comptes, alors pour l'instant de l'USAID, demain de la NED et après-demain du Pentagone. Et là, on va passer de gaspillages qui se comptent en milliards à des gaspillages qui, au niveau du Pentagone, se comptent en trilliards de dollars. Carrément trillions de dollars, carrément. Oui, bien sûr, le Pentagone a des trous dans sa comptabilité qui s'évaluent à un demi-trilliard de dollars chaque année, depuis des années. Donc le jour où il va y avoir un audit sérieux de tout ça, on va tomber de haut. Pour l'instant, on commence avec l'USAID, donc les gaspillages ou les opérations d'ingérence, parce que c'est les États-Unis, se comptent en centaines de milliers, en centaines de millions, pas en dizaines de milliards. On n'en est pas là. On commence petit et on commence à démanteler. Alors ce que la droite américaine trumpiste appelle le deep state, c'est-à-dire une multitude d'opérations d'ingérence qui ont lieu souvent à l'insu de l'exécutif, ce qui ne surprendra personne. L'opération Mockingbird, qui est une opération lancée par la CIA dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, consistait également à infiltrer toutes les rédactions de tout un tas de médias, aussi bien à l'étranger qu'aux États-Unis, de façon à orienter l'éditorial de ces différents médias. Finalement, on est en train de s'apercevoir qu'il y a exactement la même chose et que les Américains sont des Américains, que rien n'a changé. Oui, mais ce qui est intéressant, Fabrice Epellouin, quand même, quand on parle de milliers d'agences et de dizaines de milliers de journalistes, pratiquement, ils disent, alors, on met au conditionnel payé par, effectivement, que ce soit l'USAID ou d'autres. Il y a Check News, comment il s'appelle, vous savez, une agence comme ça d'information qui s'occupe de Voice of America et compagnie. L'AFP, oui, par exemple. C'est pas des moindres. Oui. On est en train de s'apercevoir qu'il y a des centaines de médias divers et variés, aussi bien des petits médias indépendants que des choses comme l'AFP, qui est tout sauf un petit média et n'a jamais vraiment été indépendant, qui sont largement, généreusement subventionnés par l'USAID et qui, du coup, on peut légitimement se poser des questions sur leur indépendance. Hier, on voyait un communiqué de presse de Reporters sans frontières qui déplorait la mort prochaine de plus de 700 médias indépendants du fait de l'arrêt des aides américaines. Et quand même, on se demande quelle est cette notion d'indépendance ils sont tellement dépendants d'une aide américaine qu'ils crèvent s'ils ne l'ont pas. Et du coup, on peut quand même légitimement se demander ce qu'on entend par indépendant. Surtout, si on écoute l'entourage de Donald Trump,
Ce qu'ils nous promettent, c'est le fait que les Européens réalisent qu'ils habitent un immense Truman Show mis en place par la puissance américaine. Ouais. Narratif. Un grand narratif. Un grand narratif dans le médiaverse, comme on dit, oui. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et il est en train d'être démantelé dans la mesure où ces subventions vont sans doute s'arrêter. On va assister soit à énormément de faillites dans le monde des médias, soit à ce que d'autres compensent. Le problème, c'est que la façon dont les subventions fonctionnent, c'est que en général, les subventions typiquement de l'Union européenne sont conditionnées par le fait qu'il y ait d'autres subventions qui les complémentent. Et donc, si la subvention principale, qui est l'américaine, disparaît, mécaniquement, selon les règles, les autres devraient s'amoindrir également. Donc, effectivement, c'est une situation qui risque d'être catastrophique pour tous les médias qui sont alimentés par la puissance américaine sur le territoire européen et ailleurs d'ailleurs. Il n'y a pas qu'en Europe que ça se passe. Et on voit bien, Fabrice Epelboin, ce que vous dites s'applique déjà à l'OMS. On voit bien que depuis le retrait de l'Amérique de l'OMS, ça commence à tanguer sur les rivages de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors l'OMS... apparemment, il semblerait que Bloomberg ainsi que Bill Gates aient l'intention de compenser les manques des États-Unis. Mais est-ce que ça va suffire? Et puis est-ce que de toute façon ça ne portera pas préjudice à la réputation de l'OMS? D'autant plus qu'on va apprendre tout un tas de choses sur notamment les flux financiers qui ont entouré le fameux laboratoire de Wuhan, qui demanderont quand même des investigations un peu poussées avant d'être affirmatifs sur ce qui s'est passé. Mais très clairement, il s'est passé des choses qui laissent entrevoir la raison pour laquelle Joe Biden a donné un pardon à Anthony Fauci. Oui, depuis mai 2014, il faut le rappeler. Fabrice Epelboin, ce qui est quand même intéressant, j'allais dire amusant, mais c'est pas si amusant que cela, c'est que les mêmes qui aujourd'hui se plaignent d'être démantelés ou d'être prochainement démantelés, tirer à boulet rouge sur les interférences étrangères. Il n'arrêtait pas de dire mais non, mais c'est pas possible, en parlant de Moscou par exemple. Alors Moscou a toujours été désigné comme le grand coupable de la moindre ingérence. Il y a fort à parier qu'on s'oriente vers les Chinois assez rapidement parce que la mode change, donc il faut s'adapter à la mode. Mais en fait, on est en train de s'apercevoir que la puissance qui fait le plus d'ingérence est de très très loin. C'est la puissance américaine, ce qui n'a rien de véritablement surprenant. Bien sûr. Il faut que Moscou a été utilisé de façon intensive comme la meilleure façon de faire taire toute forme d'adversaire politique en l'assimilant des Russes. Mediapart, très récemment, a fait une investigation particulièrement courageuse qui consistait à montrer en quoi l'OCCRP, qui est un consortium international de journalistes qui recrute les médias les plus prestigieux de la planète, on parle du New York Times, du Guardian, du Monde, de France Télévisions, de médias de calibre internationaux, à qui on confiait des informations confidentielles comme par exemple les Cayman Leaks ou tout un tas de fuites qui ont notamment permis de faire beaucoup d'investigations dans les paradis fiscaux, mais pas que, également des investigations sur tout un tas de politiques. Il se trouve que tout ça était un faux nez de la CIA. Mediapart a publié cette enquête, a également publié la façon dont cette organisation contrait toute contestation et au premier rang des techniques mises en place pour contrer ce genre de choses, il y avait accusé les dénonciateurs d'être des agents de Moscou, et c'est précisément la campagne de presse que s'est pris Mediapart à la suite de ces révélations. Donc effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ingérence russe, bien sûr qu'elle existe. Mais il y a énormément de gens qui sont des simples opposants politiques et qu'on disqualifie en les prétend d'agents russes. C'est quelque chose qu'on voit quotidiennement sur Twitter. Bien sûr, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. On connaît hélas le dicton. Fabrice Epelboin, vous allez écouter cela. On va parler aujourd'hui du grand raout, enfin qui se tient raout, pas pour être dépréciatif, qui se tient aujourd'hui et demain à Paris au Grand Palais. L'intelligence artificielle, ça y est, c'est Macron qui prend la tête de l'Europe de l'intelligence artificielle. On en parle tout de suite. Écoutez ce petit extrait de son discours. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ce en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous.
Alors il y a eu effectivement, c'était hier, c'était l'allocation de Emmanuel Macron après une vidéo qu'il avait réalisée de lui-même avec intelligence artificielle où il était dans plusieurs personnages et il y a eu un petit égo et après voilà ce qu'a dit une journaliste indienne. Écoutez. Sur le côté droit, la techno est une culture apparente. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. Même la n'est pas drôle, sensibiliser. Est-ce que ça vous embête? Vous l'avez posté aujourd'hui. Parce que c'était aussi à lancer le débat. Mais ça, c'est ce que l'intelligence artificielle permet de faire. Avec, en effet... Voilà, alors c'était une journaliste indienne à qui on demandait sa réaction, elle trouvait ça pas drôle du tout. Ça peut se comprendre. Oui. Il y a un cultural gap avec l'Inde. Alors, il faut connaître la situation de l'Inde dans les campagnes de désinformation et notamment l'utilisation de deepfake. Mais autant en Occident, pour l'instant, on n'a pas encore vu quoi que ce soit d'époustouflant en matière de deepfake dans un but de vraiment désinformer. On a vu surtout des parodies, de l'humour. Ouais. Mais les rares... il y a 2-3 exemples, mais rien d'extraordinaire. Autant en Inde, oui, il y a un énorme problème de désinformation qui va jusqu'à provoquer des émeutes. Enfin, c'est un problème beaucoup plus critique en Inde que ça ne l'est. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'une Indienne ne trouve absolument pas ça drôle et que Macron... Une Indienne, oui. Qui est certainement pas au courant de ce qui se passe en Inde en matière de désinformation sur le terrain, ne comprennent pas pourquoi cette femme trouve ça profondément choquant. Il y a vraiment un culte. Oui, alors sur le fond, on va en parler tout de suite. On reste à Fabrice Ebelpoint, on va aborder vraiment le problème de cette montée de l'intelligence artificielle, en tout cas du combat pour l'intelligence artificielle avec Emmanuel Macron. On va le comparer aux efforts américains et autres. Restez avec nous, on se revient dans 2 minutes. À tout de suite. Sud-Radio, ces États, le face-à-face. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Fabrice Ebelpoint, enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une start-up à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative. Et puis nous allons parler, de ce qui se tient en ce moment, donc le sommet sur l'intelligence artificielle aujourd'hui et demain à Paris. Alors voilà, il y a beaucoup de monde qui est là, du beau monde, Jill Vance en principe, Justin Trudeau, les dirigeants d'entreprises phares comme Sam Altman, Artificial Intelligence, le Google DeepMind, Denis Hassabis, Anthropic, Mistral, etc. Voilà, des chercheurs, etc. Bon, alors on a avancé un chiffre, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui l'a avancé de 109 milliards, parce qu'on se rappelle que Donald Trump, devant effectivement Sam Altman et d'autres, a avancé le lancement de l'équivalent de 500 milliards pour justement, avec Stargate, pour rapporter à la population des États-Unis. Alors, Fabrice Ebelpoint, qu'est-ce que ça peut donner cela? On va pas, je veux dire, être dans le dénigrement, mais en même temps, qu'est-ce que lucidement, est-ce que c'est un geste plutôt politique ou véritablement c'est un geste de fond en disant l'Europe a son rôle à jouer entre la Chine et les États-Unis sur l'intelligence artificielle? L'Europe a un rôle à jouer. L'Europe produit encore, malgré un système éducatif qui bat un peu de l'aile, énormément d'ingénieurs. Et d'excellents mathématiciens. Tout ça, c'est exactement ce qu'il faut pour produire des cerveaux qui sont aptes à se saisir de l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que pour l'instant, et c'est pas nécessairement ces 100 milliards annoncés par Macron qui vont y changer quoi que ce soit, c'est un travail pour les Américains, pour l'essentiel. Demain, peut-être pour les Émiratis, parce qu'une large partie de ces fonds sont provenant des Émirats, mais pas pour les Français. Si vous prenez l'exemple de Mistral, l'un des tout premiers investisseurs, ça a été Microsoft, et aujourd'hui, au conseil d'administration, vous trouvez palanqué de grands investisseurs de la Silicon Valley. Donc certes, les cerveaux qui y travaillent sont français, mais ils travaillent pour... ils travaillent pour les Américains, vous dites. Ils travaillent pour les Américains. Ouais. Et c'est malheureusement généralisé. Alors, ça serait rapide d'accuser Macron, parce que c'était comme ça avant Macron, il n'a guère que fait accélérer le phénomène. Et la meilleure illustration de ça, c'est la santé, qui était d'ailleurs le premier exemple cité par Emmanuel Macron dans son discours. La santé va effectivement être radicalement bouleversée par l'intelligence artificielle, et potentiellement, ça pourrait être pour le meilleur des mondes. Alors comment, Fabrice Ebelpoint, juste, je vous interroge, c'est intéressant, comment l'intelligence artificielle peut ou doit bouleverser la santé? Concrètement, ça veut dire quoi?
Vous avez deux types d'intelligence artificielle, celle dans laquelle on baigne depuis maintenant 15 ans, qu'on appelle le le deep mining, le deep data, le big data, celle qui vous fait des moteurs de recommandation, celle qui vous suggère une série sur Netflix ou une chose à acheter sur Amazon. Cette intelligence artificielle-là est capable de prédire l'évolution d'un système. Elle est capable de prédire, du fait qu'elle a observé des millions d'utilisateurs de Netflix, que parmi ceux-là, beaucoup ont une consommation qui est similaire à la vôtre et beaucoup ont aimé quelque chose que vous n'avez pas encore vu. C'est comme ça qu'elle va vous recommander quelque chose. Mais appliquée à la médecine, elle est capable, à partir de vos données de santé personnelle, d'extrapoler l'évolution de votre état de santé, donc de prédire un problème de santé qui va arriver avant même qu'il soit visible sur tous vos examens de santé. Et de façon assez juste et assez précise. De façon très précise et très juste, elle vous permet d'éviter un cancer plutôt que d'avoir à le soigner. Alors, la différentielle de coût entre le fait d'éviter un cancer et de le soigner est colossale. Du coup, sur les comptes de la sécurité sociale, ça pèse extrêmement lourd. Pour ça, il vous faut une intelligence artificielle, on n'en manque pas, et il vous faut l'éduquer. Et pour éduquer les intelligences artificielles, on leur donne à manger des données. Donc pour éduquer ChatGPT, qui est un autre type d'intelligence artificielle, on lui a donné des quantités astronomiques de données qu'elle a avalées, ingurgitées. On l'a en quelque sorte éduquée. On a appris à l'intelligence artificielle tout un tas de choses. Et si on voulait en faire une intelligence artificielle dédiée à la santé, il faut lui donner des données de santé les plus qualitatives possibles pour l'éduquer à avaler des millions de dossiers médicaux, des centaines de millions d'analyses médicales, de façon à ce qu'elle puisse demain prédire votre état de santé à vous. Et pour ça, il faut trouver quelque part dans le monde des gens qui ont des données de santé particulièrement qualitatives. Et il se trouve que les Français, et c'est une exception dans le monde, ont les données les plus qualitatives qui soient. Et donc, ce capital que sont nos données de santé à nous Français nous permet d'envisager d'être les champions du monde de la santé prédictive. C'est tout le projet de la santé et de l'intelligence artificielle, et c'est tout l'exemple de ce que la Macronie a fait avec nos données de santé. Elle les a ni plus ni moins que données à Microsoft. Enfin, données, il y a probablement une contrepartie, mais toujours est-il que plutôt que de se dire qu'on avait la possibilité de complètement transformer notre système de santé, on l'a donné à une entreprise américaine qui demain va nous vendre des systèmes de santé prédictifs qu'on aurait pu totalement fabriquer en France, on en avait parfaitement les moyens, et qui demain, et c'est plus inquiétant encore, va calculer un risque sur nos santé à chacun d'entre nous pour faire des mutuelles qui soient adaptées à nos profils de risque. C'est-à-dire très concrètement, elle va aller voir deux individus, en assurer un pour un coût dérisoire parce qu'elle sera capable d'anticiper le fait qu'il n'y aura pas de problème de santé majeur dans les années qui viennent, en ayant des tarifs qui seront imbattables pour une mutuelle traditionnelle, et de l'autre côté, refuser d'en assurer un autre parce qu'elle sait qu'il y aura un cancer dans les 3 ans, ce qui fait que les systèmes traditionnels de santé et d'assurance ne pourront récupérer que des gens qui ne seront pas rentables. Donc c'est un cataclysme, un véritable cataclysme de l'avoir laissé échapper ce trésor, et ça illustre à merveille l'attitude de l'État français vis-à-vis de l'intelligence artificielle jusqu'ici. Oui, c'est ce que vous dites, et c'est assez hallucinant parce que, au fond, ce que vous montrez très bien, enfin, ce qu'on le savait déjà, mais vraiment, c'est dit très clairement, c'est que, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une formidable boosting de la prévention. C'est une médecine, enfin, c'est pas une médecine. C'est les Chinois. C'est vraiment, on est en mesure de, scientifiquement, ce qui n'est pas le cas des Chinois, mais toute la médecine chinoise se base sur l'anticipation, et ça marche pas si mal, parce que fondamentalement, l'espérance de vie en Chine, elle n'est pas si différente de la nôtre. Nous, on peut, avec l'intelligence artificielle, avoir une approche scientifique et cartésienne d'une médecine totalement préventive. Et vraiment, quand on voit le coût de traitement d'un cancer, qui est quand même une maladie extrêmement banale, une fortune. C'est vraiment, ça coûte à la collectivité, soigner un cancer, ça coûte affreusement cher. Et si on était capable, 5 ans ou 10 ans avant l'apparition de votre cancer, de vous dire, écoutez, la viande rouge, vraiment, on emmerde tout le monde avec la viande rouge, mais vous, particulièrement, il faut arrêter la viande rouge. Par contre, vous pouvez continuer de fumer parce que vous avez de la chance. Et il se trouve que chez vous, ça aura jamais le moindre impact. Et en donnant des conseils ultra individualisés à chaque personne, on aura un impact considérable sur le coût de la santé à la collectivité. Et réduire les coûts, c'est malheureusement quelque chose qui va devenir de plus en plus indispensable. Mais c'est évident. Et non, ce qui est extraordinaire dans ce que vous dites, ça m'a rappelé quand vous dites, voilà, mais on a vendu ça à Microsoft, c'est en fait, quelque part, l'intelligence artificielle, là, ce qu'on pouvait faire en données de santé, on a fait Alstom, quoi. On a fait l'équivalent d'Alstom.
Ouais. C'est pire qu'Alstom, parce que là, Alstom, à la limite, c'était une entreprise. Ça ne vous appartenait pas, ni à moi, ni à vous, à moins vous ayez des actions Alstom. Ouais. C'était quelque part du domaine d'un pillage d'actifs qui sont quand même des actifs privés, français mais privés. Là, c'est nos données de santé à chacun d'entre nous, Français, qui ont été volées et données à la puissance américaine et à une entreprise privée. Alors qu'on avait tout à fait les moyens, ce dont je vous parle, c'est l'affaire du Health Data Hub. On avait tout à fait les moyens de faire ça sur des infrastructures françaises, au centre de recherche universitaire française, de façon à ce que ça profite à la France et que ce patrimoine informationnel qui sont nos données de santé précieux, comme vous dites. Ouais. Là, on l'a donné à Microsoft. C'est l'un des plus grands scandales dans le numérique, hein, parce qu'il y a certainement mieux ailleurs, mais dans le numérique, c'est l'un des plus grands scandales du double quinquennat Macron. C'est fou. On va continuer à en parler, Fabrice Epelboin, avec vous, oui, parce qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur à la fois de ces fautes, de ces béances et à la fois de ce qui nous reste. Et j'espère qu'on pourra en faire quelque chose. On continue d'en parler après cette petite pause et puis vous pouvez intervenir. Vous savez, 0826 300 300, ça vous concerne. Ce que vient de dire Fabrice Epelboin, ce qui va se passer sur la santé, mais c'est capital. C'est évidemment capital pour chacun d'entre nous. Donc on continue à en parler. À tout de suite. Ça. Le face-à-face. L'intelligence artificielle, on est à la croisée des chemins, effectivement, on en parle avec Fabrice Epelboin, qui connaît bien la sécurité informatique et l'économie collaborative avec Yogosha, et puis il est enseignant à Sciences Po, mais justement, on a parlé un peu des chances et des malchances, le fait que nous ayons une formidable données, des données en matière de santé, et malheureusement ce qu'on a un peu cédé, je dirais pas bradé, mais cédé. Mais Fabrice Epelboin, quand même, quand on regarde, on dit, mais écoutez, attention, on a énormément de choses. Je cite Joëlle Barral, directrice de Google DeepMind, auprès de Tech & Co, elle disait en mars dernier, il y a en France un écosystème naissant avec tous les éléments du puzzle, plus de 500 000 chercheurs dans nos laboratoires publics et privés, des startups spécialisées dans la French Tech comme Mistral, de grands labos installés à Paris comme Meta ou Google qui ont le savoir-faire et impactent par leurs produits des millions, voire des milliards d'utilisateurs. Effectivement, je rappelle, en 2015, Facebook a ouvert son grand laboratoire FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research à Paris, et puis voilà, Google aussi avait fait effectivement cela. Alors, est-ce que tout ça n'est pas quand même un bon signe pour dire, malgré tout, on peut commencer à lancer, à faire, ou pas? Oui et non. C'est un bon signe parce qu'effectivement, il y a plein de Français qui créent énormément de valeur autour de l'intelligence artificielle. C'est un signe catastrophique parce que tous ces Français travaillent, comme le rappelle la patronne de l'IA de Google, pour Meta, pour Google, pour Microsoft, en France, en étant très largement subventionnés en termes de salaire par le crédit impôt recherche. Et donc, ils travaillent avec nos impôts. Et donc, nos impôts financent la recherche et développement américaine. C'est ça, la Startup Nation. C'est une large partie de la Startup Nation. Les dispositifs fiscaux du crédit impôt recherche servent à financer la R&D américaine. Quant aux jolies startups, et il y en a de très belles, Mistral est un parfait exemple, au final, ça termine dans l'escarcelle américaine. Donc ça crée éventuellement des millionnaires en France, dont d'ailleurs Cédrico, qui est un des actionnaires de Mistral. Mais ça ne crée pas de valeur en France, ça crée de la valeur pour les actionnaires américains. Mais donc on est dans cette situation qui est objectivement désespérée et désespérante. Mais Fabrice Epelboin, est-ce qu'il y avait des moyens ou est-ce qu'il y a des moyens que ça ne tombe pas automatiquement? Et vous parlez de ce qui s'est passé pour la santé, vous parlez de reste. Est-ce qu'il y avait des moyens politiques ou autres pour ne pas tomber dans l'escarcelle américaine ou chinoise d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait des moyens où c'était dès le départ parti joué, parti coulé? Non, on avait un moyen très simple qui est celui qu'ont appliqué les Chinois avec DeepSeek. Qui est de faire de l'open source, ou plus exactement du logiciel libre, c'est-à-dire de créer des logiciels d'intelligence artificielle qui soient des biens communs, exactement comme les Chinois. À partir de là, ça n'appartient ni aux Américains, ni à qui que ce soit, c'est un bien commun universel. La France aurait contribué à un bien commun universel, et au moins, ça n'aurait pas enrichi les actionnaires américains, et au moins, les investissements que la France aurait pu concéder là-dedans auraient bénéficié
à la France, pas que à la France, mais à la France. C'était l'un des moyens pour lesquels j'ai beaucoup travaillé, oui, enfin, avec de très nombreux politiques pour les convaincre de l'intérêt du logiciel libre. Mais ça pourrait, par exemple, permettre d'éviter d'enrichir les Américains à notre détriment. On aurait pu aussi investir lourdement dans le CNRS, qui sont pas mauvais sur ce genre de façon à faire de la richesse, en prenant garde que les brevets développés par le CNRS profitent au CNRS, et en espérant qu'ils ne soient pas pillés. Mais c'est pas du tout l'orientation qu'on a pris. On a pris l'orientation de faire émerger 1000 startups, ce qui correspond là encore à une ébullition de créativité dont on est capable parce qu'on produit encore des cerveaux, mais très concrètement, ce qu'on appelle l'exit stratégie de la quasi-totalité des startups, c'est-à-dire la fin de l'aventure en cas de réussite, c'est de revendre à des Américains. Ouais. Donc tout ça, c'est vraiment subventionner la recherche et le développement américaine. Mais oui, mais alors c'est quand même intéressant. Vous dites vous-même, vous avez discuté avec des politiques. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne comprennent pas ça? Enfin, ce que vous racontez paraît assez clair, et justement le bien commun, et se dire, écoutez, voilà, on va pas être justement condamné à tout brader à l'Amérique et faire le bien commun. Comment il se fait? C'est quand même une question, parce que moi je vois dans mes émissions, dans tous les domaines, on tire le fil de la pelote et on arrive toujours à la même problème. Est-ce que c'est un problème de compétence, de courage, d'innovation? C'est quoi le problème? Pourquoi ça ne passe pas, et pourquoi on n'entend pas ce que vous dites, vous et puis l'autre? Je ne vais pas utiliser le mot corruption parce que ça pourrait m'amener une forme de harcèlement judiciaire, donc je me passe bien. Ouais. On va dire qu'il y a un problème de conflit d'intérêts, il y a des problèmes de collusion, il y a des problèmes de vases communicants entre ces grandes sociétés américaines et nos décideurs, ou les femmes ou les époux ou les épouses de nos décideurs. Ouais. Il y a des problèmes. Suivez mon regard. Oui, d'accord. Voilà, on a quand même des hommes politiques de premier plan dans la Macronie, dont la compagne a un poste très haut placé chez Google. Et c'est pas le seul exemple. On a un ancien ministre du numérique qui, en dépit d'une interdiction théorique de par la loi, a enchaîné sa carrière de ministre par le fait d'être actionnaire d'une société dans la technologie dont le premier mouvement a été de se vendre à Microsoft. Je pense qu'à un moment, il y a suffisamment d'indices, non pas pour tirer une conclusion, mais pour ne pas être surpris dans 5 ou 10 ans. Mediapart nous révélera le poteau rose. Je pense que personne ne sera surpris. Oui, Mediapart et d'autres, effectivement, en tout cas, c'est le rôle de le faire. Maintenant, je voudrais qu'on peut-être on étende au-delà du problème de la France et au-delà de problèmes. Donc, si vous voulez, grosso modo, parce que vous avez l'air de dire quand même, Fabrice Epelmoin, que c'est très bien d'organiser cette réunion, ce raout, disais-je, à Paris, mais qu'au fond, les jeux sont faits, les dés sont joués, sinon bipés. Alors, les dés, ça pourrait changer, parce que la centaine de milliards que vient d'annoncer Macron, il va falloir regarder très près d'où elle vient. Les Émiratis, vous l'avez dit vous-même. Les Émiratis en ont versé une large partie, et là, les Émiratis, on n'a pas affaire à n'importe qui. Aux Émirats, il y a un ministre de l'intelligence artificielle, pas du numérique, de l'intelligence artificielle. On a un autre qui s'occupe du numérique. Spécifique, spécifique à l'intelligence artificielle, qui est quelqu'un d'extrêmement compétent, qui est tout à fait à sa place, contrairement à typiquement les ministres du numérique en France qui sont là en attendant d'avoir un poste un peu plus ronflant, et pour qui le numérique n'est juste qu'un marchepied vers autre chose. Là, c'est pas du tout le cas. Le ministre de l'intelligence artificielle est parfaitement à sa place. Il est totalement compétent. Il sait parfaitement quels sont les enjeux. C'est évidemment une dictature militaire, donc les enjeux sont évidemment sécuritaires du côté des États, principalement sécuritaires, qui ne surprendra personne. Et les Émirats ont un problème critique en termes de ressources humaines, c'est que c'est un tout petit pays. Et donc même en imaginant qu'ils mettent sur place les plus grandes universités, et pour l'instant ils ont plutôt tendance à envoyer leur jeunesse faire leurs études dans les plus grandes universités, de toute façon la population n'est pas suffisamment nombreuse pour envisager de demain avoir des cerveaux émiratis en quantité suffisante. Du coup, visiblement,
ils ont l'air de faire comme les Américains, ils viennent faire leur shopping en France. Donc on verra quelles sont les conditions d'investissement de ces 100 milliards, quelle est l'utilisation de l'IA qui va être fait, sachant que la France, dans le fameux IA Act, qui est la loi européenne, la directive européenne qui encadre l'intelligence artificielle, a été l'agent, le lobbying le plus important, et que la France a œuvré vers un usage des technologies d'intelligence artificielle qui permettront demain de faire un véritable contrôle social. On n'est pas dans le crédit social, on est dans autre chose qui revient à peu près au même, dans les objectifs sont similaires, mais c'est pas la même chose que le crédit social. On est vraiment dans une intelligence artificielle qui va seconder et suppléer à la surveillance de masse, qui est déjà quelque chose de très installé, la fameuse vidéosurveillance algorithmique ou tout un tas d'autres ça qui sont déjà bien implantés dans les technologies françaises et qui demain vont ajouter un surplus d'intelligence de façon à mieux comprendre, contrôler, anticiper les réactions de la société pour vraiment faire du contrôle social. C'est le plus grand danger qui est devant nous dans les usages de l'intelligence artificielle, avec les usages militaires, il faut être honnête, qui sont tout aussi inquiétants. Et c'est clairement toute l'action de lobbying de la France a été orientée dans ce sens. Oui, comme d'autres, d'accord, comme d'autres. D'ailleurs, les États-Unis aussi n'ont pas été en reste de ce point de vue-là. Mais alors, dites-moi, quand on nous dit... Non. Les États-Unis n'ont pas été en reste là-dessus? Non, pas du tout, vraiment pas. Et c'est très important de comprendre ça. Les États-Unis ont très, très, très lourdement œuvré pour l'utilisation de l'IA à des fins de contrôle social sous l'administration Biden. Et si vous regardez... c'est pour ça, je pensais à l'administration Biden, oui. Si vous regardez les réactions de par exemple, Marc Andreessen, qui est le plus gros investisseur de la Silicon Valley et qui est surtout l'inventeur du navigateur web, c'est vraiment pas n'importe qui, lui, qui a toujours été un fidèle des démocrates depuis qu'il a les moyens de les financer, c'est-à-dire depuis ses 25 ans où il a fait une fortune considérable, c'est Netscape. C'est vraiment la première start-up qui a explosé en bourse au milieu des années 90. Oui, Andreessen, mais non, c'est un des très grands pontes de... C'est vraiment quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps sur la Silicon Valley et qui a été terrifié par l'approche des démocrates sur l'intelligence artificielle, parce que très clairement, les démocrates avaient l'intention de ne laisser survivre que 3 startups d'intelligence artificielle et d'en faire le joujou de l'État qui s'en servirait à des fins de contrôle social. C'est pour ça que Marc Andreessen a quitté les démocrates et rejoint le camp Trump. Donc aux États-Unis, il y a une réaction, une résistance. On change radicalement de point de vue. D'accord. En Europe, non. En Europe, on va dans cette direction. Alors justement, quand on entend François Bayrou dire voici, c'est très simple, je rappelle, alors après 2 premières phases, on ouvrait la 3e phase. On a créé, développé un réseau d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Et là, le 6 février, il dit, donc à quelques jours avant le sommet qui se tient en ce moment, il s'agit de mettre l'intelligence sur orbite, à la diffuser plus largement encore dans toute la société. C'est les mots de François Bayrou, et à accompagner les Français pour que les bouleversements que provoque l'intelligence artificielle ne créent pas une nouvelle fracture numérique. Alors, il a annoncé, Bayrou, une enveloppe de 400 millions d'euros pour l'année 2025. Des annonces publiques, privées, européennes seront en outre dévoilées lors du sommet de l'IA. Investissement à 9 pôles formation et d'excellence en IA vont être créés pour former 10 000 personnes en IA d'ici 2030. Mais dites-moi, tout va bien dans le meilleur des mondes. Fabrice Epelpoint, vous êtes pessimiste alors? J'ai peur que François Bayrou soit passé plus ou moins volontairement, parce que c'est quelqu'un qui a les capacités de comprendre, c'est quelqu'un qui est familier avec l'informatique depuis les années 80. Donc il a vraiment les moyens de comprendre ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle et d'échanger avec des professionnels de façon constructive. Le bouleversement que va amener l'intelligence artificielle dans une économie comme la France, qui est très basée sur du tertiaire, c'est-à-dire de l'emploi de services, qui est pour l'essentiel des gens dont le métier consiste à ingurgiter de l'information pour recracher de l'information, transformer de l'information. On est au cœur de ce que l'intelligence artificielle va radicalement transformer. Aujourd'hui, on a à peu près un tiers des cadres dans les sociétés de services qui utilisent l'intelligence artificielle pour améliorer leur productivité. Et c'est fait de la façon, la plupart du temps, parfaitement clandestine. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer une boîte à la Défense à Paris, où il y a un tiers des cadres qui, quand ils ont à rédiger un compte-rendu de réunion, des slides pour présenter un projet, un rapport sur je ne sais quoi, de plus en plus font faire ça de façon
assez avancée par ChatGPT. Il faut vraiment comprendre finement ChatGPT et vraiment avoir une véritable expertise dans l'utilisation de GPT pour en arriver à que, en tant que cadre sup à la défense, je multiplie par 2 ou par 3 ma productivité grâce à ChatGPT. Mais ça pose 2 énormes problèmes. Le premier problème phénoménal, c'est que les entreprises du CAC 40 se font piller de l'intérieur. Toutes ces informations vont venir nourrir ChatGPT et améliorer l'efficacité de ChatGPT. Et c'est de l'information qui est confidentielle au sein d'une entreprise qui va être donnée à ChatGPT pour améliorer ChatGPT. La productivité. C'est fait derrière le dos du patronat. Et l'autre problème qui est colossal, c'est que ces gains de productivité aujourd'hui, qui sont réels, parce que ce mouvement au sein des entreprises du secteur tertiaire a commencé il y a déjà plus d'un an et demi. Ce gain de productivité n'a jamais fait l'objet d'une négociation entre les salariés et le patronat. Et donc très concrètement, aujourd'hui, on imagine qu'il est récupéré sous la forme de RTT, maquillé sous la forme de télétravail. On ne sait pas trop bien où il va, mais il ne va pas dans la productivité des entreprises. Les entreprises du secteur tertiaire en France n'ont pas vu leur productivité exploser. Donc il va bien quelque part, assez naturel qu'il aille dans la poche des salariés, parce que c'est eux qui ont appris l'intelligence artificielle, c'est vraisemblament eux qui ont acheté une licence à $20 par mois chez ChatGPT, et c'est eux qui ont fait cet effort. Donc ça paraît naturel que ces gains de productivité aillent dans leur poche, mais toujours est-il que, ça se fait en pillant l'entreprise, et 2, à un moment ou à un autre, le patronat est pas si idiot, il va falloir poser les choses sur la table, et poser les choses sur la table, ça veut mécaniquement dire que si certains de mes salariés ont multiplié leur productivité par 2, je peux augmenter leur salaire et virer ceux qui n'ont pas multiplié leur productivité par 2, tout en gardant une productivité équivalente, parce que les besoins du marché ne sont pas exponentiels. Donc, je vais pas doubler ma production, le marché ne va pas doubler pour autant. Mais il va y avoir un moment de renégociation de la distribution de cette valeur qui arrivera tôt ou tard et qui mènera mécaniquement et à des augmentations de salaire pour certains et à des licenciements pour d'autres. C'est inévitable. On va en parler, c'est justement la dernière question très explosive. En quoi l'intelligence artificielle, parce que beaucoup de gens nous écrivent là-dessus et nous parlent de ça, en quoi ça va fabriquer des millions et des millions de chômeurs, comme dans le siècle, à chaque fois, que ce soit de Gutenberg à la machine à vapeur, beaucoup de choses se sont passées. Et justement, le problème de l'emploi étant celui qu'il est et que vous connaissez, en quoi on risque de passer à totalement un autre stade, je dirais un stade, je veux dire, vraiment aussi important que l'invention de la machine à imprimer, de l'imprimerie, disons. À tout de suite, après 2 minutes sur Sud Radio avec Fabrice Epelboin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes toujours avec Fabrice Epelboin, l'intelligence artificielle à la croisée des chemins. Et on voit qu'il y a effectivement à la fois des béances et des espoirs. C'est pas simple, mais beaucoup d'appels sur Sud Radio. Maud, Vous avez 3 appels. Le premier, c'est Joël qui appelle de Grenoble. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour M. Berkov. Bonjour. Donc, je suis en attente depuis quelque temps. Donc, au départ, je voulais réagir sur les données qui ont été les données de santé qui ont été données à un privé américain, entre autres Microsoft. Et c'est parmi d'autres scandales qui ont lieu aujourd'hui. On a l'impression qu'on perd notre souveraineté sur tous les domaines. Donc, en fait, la question que je me pose, moi, est-ce que c'est un suicide de la France ou est-ce que c'est un meurtre par préméditation? Et après, sur l'intelligence artificielle, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Moi, j'étais dans le domaine de l'informatique, donc je trouve que beaucoup de gens ne mesurent pas tout ce qu'on peut faire avec le croisement de banques de données et l'intelligence artificielle. Ça peut être l'occasion de mettre une dictature numérique terrible sur un pays. Si les gens ne connaissent pas trop ce qui se passe, ils n'ont qu'à aller voir un petit peu ce qui se fait en Chine, et ils pourront comprendre les possibilités du contrôle numérique. C'est le danger de demain. Ça dépend dans quelle main il va être mis, qui est-ce qui va piloter ça. Ça peut être très dangereux, ou ça peut nous aider aussi à peut-être mieux organiser la société, mais ça peut être très dangereux. Et ce qui est important, c'est qui va contrôler ça. Alors Fabrice Epelboin, la langue de Zop, le meilleur et le pire, et qui va contrôler effectivement par rapport au danger de cela? Ça risque fort d'être une fondation qui est en train de créer Emmanuel Macron et qui aura pour charge de contrôler la dimension éthique.
Je vous laisse en conclure ce que vous voulez. Oui, je dois dire que votre réponse, elle laisse effectivement la voie. C'est une réponse éclectique. Mais non, mais c'est vrai que le danger est là. Continuons, qui nous avons? Un deuxième appel de Dominique de Rochefort cette fois. Dominique, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, j'ai oublié son nom. Merci. Fabrice Ebelpoint, oui. D'accord. Oui, donc tout à l'heure vous disiez que pour que l'intelligence artificielle fonctionne bien dans la santé, il faut lui donner à manger avec des données connues, tout un ensemble très riche de données. Alors moi la question que je me pose, c'est que effectivement ces données-là, il y a beaucoup de données en santé qui sont hélas biaisées. Je pense par exemple aux effets secondaires où il y a des médicaments et des traitements, parce que ça va rentrer aussi là-dedans, qui sont, on dit que souvent, ils sont déclarés qu'à hauteur de 1%. Donc déjà, c'est restrictif et ça exclut aussi certains types de médecines qui ne sont pas protocolairement reconnues par la CPAM et qui n'auraient pas sans doute dans les données de traitement. Les médecines, vous parlez des médecines alternatives notamment et autres. Enfin, on ne va pas s'étendre là-dessus, voilà, mais d'accord. Donc pour moi, c'est un système qui resterait fermé. Alors il pourrait rester ouvert, mais il faudrait que ce soit toujours le praticien qui en soit le maître. Moi, je me pose la question, est-ce que ce serait le cas? Parce que j'ai souvenir en 2021, lors du Forum économique mondial, que Emmanuel Macron avait fait une téléconférence avec eux, où pendant 1 heure je l'ai écouté, et il parlait d'intelligence artificielle en disant que on serait chez soi avec des appareils de mesure, tensiomètre, thermomètre, etc. Et qu'au bout, ce serait même pas un médecin, ce serait l'intelligence artificielle, et qui déterminerait votre état et la prescription. Donc, est-ce que c'est pas, il n'y a pas un but caché derrière ça? Et moi, ça me fait un petit peu peur. Il y a un problème de responsabilité aussi suite à ça. D'accord. Alors, Fabrice Ebelpoint. Alors, d'abord, les données de santé qui vont être données à cette intelligence artificielle, ce ne sont pas les données des études sur les effets secondaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment vos prises de sang, vos radios, vos scanners, ce genre de choses, ainsi que les prescriptions médicales qui vont être données par les médecins. Et rien qu'avec ça, on peut faire des choses absolument incroyables pour prédire l'évolution de ce qu'on observe à un moment donné. Là-dessus, ça marche très très bien. Il y a vraiment... oui, c'est ça qui est important. Des effets secondaires, tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas du tout ces données-là auxquelles on s'intéresse. Ensuite, ce que ça cache, c'est qu'il y a une dimension financière. Évidente. Prédire votre cancer, c'est une chose. Ne pas vous assurer parce que vous allez avoir un cancer, c'en est une autre. Et on va faire face à ces deux problématiques. La première, c'est que pour prédire votre cancer, on achètera une licence chez Microsoft. Je caricature, mais grosso modo, c'est l'idée. Plutôt que de juste faire appel à un centre d'intelligence artificielle rattaché aux hôpitaux universitaires français. Et le deuxième, c'est que pour compléter une sécurité sociale qui ne peut malheureusement aller qu'en diminuant et en se déchargeant petit à petit sur les mutuelles, demain, on va voir apparaître de nouveaux types de mutuelles qui vous proposeront, en échange de vos données de santé, soit rien du tout, parce que vous ne serez pas assurable, soit des tarifs absolument imbattables qui feront que les autres mutuelles, les anciennes générations de mutuelles, disparaîtront mécaniquement parce qu'elles seront incapables d'être compétitives auprès des gens que les mutuelles nouvelles assureront pour un prix imbattable et qu'elles ne voudront plus assurer les autres qui seront a priori ceux que même les... Fabrice Ebelpoint, mais c'est effarant, c'est la discrimination totale. C'est les 3 poids, 3 mesures assurées, quoi. On est déjà dans une discrimination avec les mutuelles. Ouais. Si vous avez 5 ans, vous êtes en pleine forme, vous n'aurez pas les mêmes tarifs que si vous avez 65 ans et que vous fumez depuis vos 25 ans. Il y a déjà une discrimination. Mais là, on va rentrer dans quelque chose d'hyper granulaire dans la discrimination. Ouais. Et on va clairement rentrer dans des populations qui seront mécaniquement exclues parce que inassurables. Encore une fois, un cancer, c'est l'affaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. En termes de traitement. Aucune assurance ne va délibérément assurer quelqu'un qui va lui coûter à terme plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui. Tout le monde va éviter ces patients-là. Et le cancer, c'est quelque chose qu'on va pouvoir prédire avec une grande efficacité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va également pouvoir créer à terme des vaccins contre les cancers, qui coûteront une fortune parce que hyper individualisés, mais infiniment moins cher que le traitement d'un cancer. Au moins, ça va exister, effectivement. Au moins, ça va exister. Et c'est très important. Enfin, on arrive hélas au terme de cette émission. On ne pourra pas prendre de nombreux auditeurs et je les remercie, nous ont appelés. Mais écoutez, continuez à appeler, on en reparlera parce que l'intelligence artificielle, ça ne fait, je ne dis pas que ça ne fait que commencer, ça existe déjà depuis des années, mais c'est en train de prendre un tour planétaire et nous devons apprendre à vivre
à vivre au bon sens du terme avec ça. Merci Fabrice Epelboin.